Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La 8e conférence des parlements africains se tient actuellement en Afrique du Sud. Au programme, l'adoption et la ratification des traités de l'Union africaine, avec en particulier le nouveau protocole du Parlement panafricain. Les journalistes malgaches toujours en colère contre le futur code de communication. Ce texte voté par les députés le 7 juillet porterait atteinte à la liberté de la presse. Après plusieurs mois de blocus, le gouvernement d'union libyen est parvenu à un accord avec un groupe armé. Les autorités annoncent le contrôle et la réouverture prochaine de 2 importants terminaux pétroliers. Mais tout d'abord, les résultats des municipales en Afrique du Sud, des résultats qui commencent à arriver au compte-gouttes. L'ANC, pour lequel ce scrutin était un véritable test, se trouve en tête au niveau national avec 54% des voix, selon des résultats toujours provisoires. Donc, l'Alliance démocratique occupe la 2e place et l'EFF de Julius Malema est la 3e force de ce scrutin. Et c'est peut-être d'ailleurs cette formation de gauche radicale qui fera basculer l'élection. Et c'est par ailleurs en Afrique du Sud, à Midrand, que se tient depuis jeudi la 8e conférence des parlements africains. Une rencontre sous l'égide du Parlement panafricain, et ce rendez-vous diplomatique se penche justement sur le statut de cet organe qui, je le rappelle, est une instance consultative de l'Union africaine. Le but actuel est donc d'en faire un organe législatif. Olivia Hieré-Debré. Ouverture de la 8e conférence annuelle des présidents des parlements africains à Midrand en Afrique du Sud. Sous la présidence du Camerounais Roger Nkodo Dang, président du Parlement panafricain, s'est ouverte ce 4 août 2016 la 8e conférence des présidents des parlements africains, portant principalement sur l'adoption du nouveau protocole du Parlement panafricain. Le Parlement aujourd'hui a un rôle exclusivement consultatif par rapport aux différentes décisions qui sont prises. Et justement, cette conférence qui va se passer va justement permettre cette modification. Si en tout cas la réforme est acceptée, enfin ce Parlement ne va pas dire quel Parlement qui existe de Parlement, ça va être un Parlement qui va pouvoir promulguer des lois. Donc il va avoir un côté législatif. Donc l'arsenal législatif en Afrique va être développé. Si ce texte est adopté, le Parlement panafricain pourrait devenir un véritable organe législatif et de contrôle de l'action de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Selon certains observateurs, cela constituerait une véritable avancée pour l'intégration africaine. On va être obligé d'exécuter les décisions de ce Parlement-là, et ils vont pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, exercer un très fort contrôle sur les différentes institutions africaines. Je pense que c'est une très grande avancée. N'oubliez pas aussi que ces parlementaires sont, c'est quoi? C'est l'émanation du peuple, c'est-à-dire qu'ils sont représentants des différents peuples qui les ont élus. Donc quelque part, c'est le peuple africain qui va contrôler l'exécutif africain. Donc c'est une très très grande avancée par rapport à cette démocratie africaine, par rapport à cette union africaine vue d'une manière beaucoup plus globale, par rapport à cette intégration africaine qui est appelée aujourd'hui. Nous savons des États qui sont très divisés, nous sommes morcelés, et nous savons très bien que nous ne pouvons nous en sortir qu'en étant unis. Et ça, c'est un des appareils qui va permettre justement cette union africaine de s'améliorer, d'être plus efficace. La 8e conférence des présidents des parlements s'achève ce 5 août 2016. Plusieurs dizaines de journalistes ont manifesté ce mercredi devant la Haute Cour constitutionnelle. Leur objectif, le retrait pur et simple de la loi sur le code de communication entériné début juillet au Parlement. Un texte vivement décrié par ces professionnels de l'information qui dénoncent une atteinte à la liberté de l'information. Diarra Ndiaye. La Haute Cour constitutionnelle prise d'assaut par les journalistes malgaches ce jeudi 4 août 2016. Ces derniers dénoncent depuis plusieurs mois la réforme du Code de la communication qui date de 1991. Le texte voté par les 2 chambres doit désormais être validé par la Haute Cour constitutionnelle, ultime étape avant son application. Malgré de nombreuses consultations, le texte proposé par le gouvernement et adopté par le Parlement ne répond pas aux attentes des journalistes. On a organisé un sitting pour rappeler à nos hauts conseillers que la loi qui a été votée ne respecte pas la liberté de la presse. Les hauts conseillers sont en train de l'examiner pour le contrôle de constitutionnalité et après le président va promulguer cette loi. Donc c'est la dernière chance. On espère encore qu'ils vont prendre la bonne décision. On restera toujours mobilisés jusqu'à ce que cette loi ne soit pas appliquée à Madagascar.
La fronde persiste donc. Les points en question, l'article qui prévoit des peines de prison et de lourdes amendes en cas de diffamation, celui qui régit l'indépendance des médias publics par rapport au pouvoir, ou encore celui qui prévoit un encadrement de la profession par des personnes nommées par le pouvoir. Leur chance de satisfaction reste néanmoins minime. Ce qui risque de se faire là, c'est que soit la HCC va valider les décisions qui ont été prises au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, soit la HCC va retoquer certains passages de ce code et demander à ce que ce soit revu et remodifié au niveau des deux assemblées. Elle doit statuer en fait sur la constitutionnalité des textes. C'est ce à quoi sert la HCC. Je doute fortement qu'il y ait des modifications qui soient opérées par la HCC. C'est à l'Assemblée et au Sénat de faire ça. Ce texte, initialement validé par tous les acteurs en 2015, a été modifié en juin de cette année, juste avant son approbation par le Sénat. Une modification qualifiée de trahison pour les journalistes qui voient dans cette loi un véritable danger pour leur liberté d'expression et la protection de leurs sources. Je vous le disais en titre, la compagnie nationale libyenne de pétrole annonce la réouverture des terminaux à Ras Lanouf à l'est de Tripoli et dans le terminal d'Al-Cedra, des terminaux en situation de blocus depuis décembre 2014 et la réouverture de ces deux ports actuellement aux mains d'une faction appelée Garde des installations pétrolières devrait intervenir d'ici 1 ou 2 semaines. Idlek Mirabel-Bisson. La compagnie nationale libyenne de pétrole a annoncé la réouverture de 2 terminaux pétroliers en situation de blocus depuis plusieurs mois. C'est suite à un accord signé par le gouvernement d'union nationale avec une faction armée qui contrôlait les ports pétroliers de Ras Lanouf et Al-Cedra. Cette alliance permettra la reprise progressive des exportations de pétrole brut par les autorités. L'accord vise premièrement à ne plus permettre au groupe d'intervenir pour s'approprier le pétrole national de la Libye et que ceci ne revienne qu'au gouvernement légal qui est actuellement en Libye. Le premier objectif est de remonter le plus vite possible à une production qui ne sera pas du jour au lendemain 1 600 000 barils, puisque la production est tombée à moins de 10% de la production normale. Les 2 terminaux pétroliers avaient été fermés depuis janvier 2016. Leurs réservoirs avaient pris feu lors des attaques de l'État islamique. La reprise de ces stations va nécessiter des travaux de reconstruction et le retour progressif de la main-d'œuvre. Selon la compagnie nationale libyenne de pétrole, le gouvernement d'union nationale va devoir libérer des fonds pour permettre à la compagnie d'atteindre progressivement un niveau de 900 000 barils par jour d'ici fin 2016. La Libye, au-dessous de 500 000 barils jour, ne peut pas payer ses achats de biens strictement nécessaires comme la nourriture, les soins médicaux et tout ce qui est urgent. Donc, il était très important que cet accord se fasse. On a vu d'ailleurs que la livre libyenne aujourd'hui est montée dans les marchés, ce qui prouve que l'accord non seulement est opérationnel, mais il peut être le début d'une série d'accords avec les autres points de vente de pétrole libyen. Le secteur pétrolier libyen est gelé par les divergences politiques et les attaques terroristes depuis 5 ans. La Libye possède les plus grandes réserves de pétrole sur le continent avec des ressources estimées à 48 milliards de barils. La crise qui paralyse le pays depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a fait dégringoler la production de pétrole de 1,5 million de barils par jour à environ 300 000 barils aujourd'hui. Et le Ghana, quant à lui, s'apprête à émettre jusqu'à 1 milliard d'eurobonds pour le financement de son budget 2016, mais également pour faire face à la dette nationale. Le ministre des Finances, Seth Terkper, et le gouverneur de la Banque centrale du pays sont actuellement en tournée à Londres et à New York pour rencontrer des investisseurs. Une rencontre cruciale pour le Ghana dans une spirale inflationniste depuis 3 ans.
La Tunisie également confrontée au marasme économique et pour y faire face, le pays se lance dans un emprunt international de 500 millions de dollars. Cet emprunt réalisé avec une garantie de l'Agence américaine pour le développement international bénéficie d'un taux d'intérêt extrêmement bas, un taux de 1,41%. C'est le plus bas enregistré par un emprunt tunisien. Du football également dans l'actualité avec la première journée du tournoi de football des JO ce jeudi à Rio. L'Algérie s'est inclinée face au Honduras sur un score de 3-2. Par contre, l'Afrique du Sud a tenu le Brésil en échec 0 dans les deux camps. Quant aux Nigérians, eh bien, ils ont débuté ces JO avec une victoire 5-4 buts contre le Japon. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.